Infrastructure et climat, c'est un nouveau rapport qui révèle le coût de l'inaction climatique. C'est publié par le groupe de la Banque mondiale, AXA Climate et Scientific Climate Ratings. Bonjour Antoine Denoy. Bonjour. Vous êtes le PDG d'AXA Climate, on en parlait il y a quelques instants. On répète, on le sait, la prévention, ça coûte moins cher que de s'adapter. Vous avez mis des chiffres là-dessus, précisément, qui nous disent qu'1 $ investi dans l'adaptation, c'est plus de 8 $ de valeur préservée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette formule ? Alors vous l'avez dit, ça fait 1000 ans qu'on dit que la prévention ça marche. Alors nous, ça fait 6 ans chez AXA Climate qu'on le dit jour et nuit. Et on a fait une étude, notamment dans les pays émergents à faible revenu, pour montrer que 1 €, 1 $ mis sur une infrastructure, que ce soit d'eau, de transport, de télécommunication, a un impact et permet d'éviter un coût de, on va dire, entre 8 et 9 € aujourd'hui et demain. Donc ça montre quoi ? Ça montre simplement que plus on s'approche de la catastrophe climatique, plus il est rentable de s'adapter. On n'est pas sur un discours exploratoire dans les années 80 au moment du lancement des premiers rapports GIEC. On est vraiment en face de la montagne, en face de ces canicules, en face de ces inondations. Pourtant, à un moment donné, on se dit le contraire. On se dit ça vaut plus le coup. C'est-à-dire qu'on est tellement proche de la catastrophe que c'est ce qu'on disait à l'instant. On se retire finalement, autant faire des congés climatiques et ne plus investir. Vous dites si, plus on s'approche du moment où c'est le plus difficile, plus c'est rentable de s'adapter. Ah bah bien sûr. Là, on a un discours globalement un peu confortable de congés climatiques, notamment dans nos contrées plutôt tempérées, notamment en France. Là, on parle de sujets sérieux. Là, on parle d'accès à l'eau, on parle d'accès à l'électricité dans beaucoup de pays. Donc là, on n'a pas le choix que s'adapter. Alors, il y a deux façons de s'adapter, hein. Il y a une adaptation douce et une adaptation dure. Ouais. L'adaptation douce, c'est les congés climatiques, la productivité, l'aménagement des horaires. Ça se gère, entre guillemets. Ça coûte un prix, mais ça se gère. L'adaptation dure, c'est plus coton. Ça veut dire qu'il faut en passer par des allocations du capital différentes et notamment pour les entreprises privées, choisir de recombiner différemment leur portefeuille physique. Allez, assez concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déplacer des usines. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où... Déplacer des usines. Ah bah bien sûr. Nous, ça fait 6-7 ans qu'on conseille notamment des fonds d'investissement, notamment des grandes entreprises du CAC 40, sur la réallocation de leur portefeuille physique d'actifs, puisqu'il y a des zones dans le monde qui seront inhabitables. Et qui dit inhabitable dit évidemment difficile d'y travailler. Et quand vous leur dites qu'il va falloir déplacer des usines, et je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, vous recevez quoi comme réponse ? Alors déjà, ce qui est très important, c'est de montrer des cartes. Parce qu'on ne parle pas du climat avec des concepts. En fait. Donc nous, ce qu'on fait, notre geste, c'est de venir avec des cartes d'endroits précis sur le territoire, notamment de l'usine en l'occurrence, et de montrer les indicateurs de ce qui va arriver en 2050 et 2100. Ma première question, c'est quel âge aurez-vous à 2050 aux dirigeants ? Parce que le premier réflexe, c'est de se dire que c'est lointain. En fait, c'est vraiment demain. Et donc, de fait, dans les entreprises, notamment industrielles, il y a une anticipation qui se met en place, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de partir du jour au lendemain, il s'agit souvent de recombiner, hein, c'est un mélange d'adaptation douce et dure, mais il s'agit quand même à un moment d'affronter ce qui va arriver. La réalité, par exemple, on travaille beaucoup pour les acteurs de la bière. La réalité, c'est que on parle beaucoup des vagues de chaleur, mais derrière, l'éléphant dans la pièce, c'est l'eau, évidemment. Quand vous allez avoir des premières restrictions d'eau, vous en avez déjà beaucoup dans certains départements français, je pense aux Pyrénées-Orientales, et bien évidemment que l'eau potable va être une priorité, et évidemment que l'eau qui sert à brasser et à fabriquer de l'alcool va être dépriorisée. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont systémiques, qui sont très territoriaux, et il ne s'agit pas de réduire ça de la vague de chaleur, il faut que les entreprises comprennent dans quoi elles sont... finalement, elles sont enracinées. Quel territoire ? Et le territoire, il y a beaucoup d'autres dimensions que la vague de chaleur. Il y a l'eau, il y a l'inondation, il y a le social et il y a l'économique. Je vais vous prendre juste un exemple. La vague de chaleur, quel impact elle a ? Si on mesure juste son impact sur la productivité, on arrive déjà à des milliards, Allianz l'a dit avant dans l'entretien. Mais le vrai sujet, c'est de tirer le fil. Vous avez une vague de chaleur, elle a un impact sur la productivité. Imaginons qu'elle a un impact sur les rendements agricoles, comme c'est le cas. S'il y a un impact sur les rendements agricoles, vous allez avoir une paupérisation encore excessive des agriculteurs, ils ne seront pas contents, ils iront bloquer les rues. Vous irez les filmer dans les Pyrénées-Orientales, il y aura moins de touristes pour les Pyrénées-Orientales l'année d'après. Et donc ça va avoir un impact indirect sur beaucoup d'autres secteurs que le secteur agricole. Donc il faut bien comprendre qu'il y a l'aléa climatique, la vague de chaleur, mais tirer le fil de ses conséquences sociales et économiques. Et là, on arrive à des chiffres beaucoup plus importants. Oui. Et là, c'est systémique, en fait. Et c'est complètement systémique. Mais du coup, quand vous entendez notre débat d'avant où on discute du congé, est-ce qu'en France, il faut qu'on ait justement un débat beaucoup plus dur et pas soft, comme vous venez de le dire ? Évidemment, bien sûr. Le vrai drame, c'est de regarder les choses de manière fragmentée. Le vrai sujet, c'est l'approche territoriale. Le propre de l'adaptation, c'est qu'on ne peut rien décider à Paris. C'est pour ça que c'est un peu bizarre comme sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez, par exemple, à Montreuil-sur-Mer, impacté par les inondations, vous y alliez régulièrement, malheureusement, vos journalistes, eh bien, en fonction d'1 mètre, 2 mètres, vous avez une inondation ou pas ?
Ça dépend beaucoup de l'endroit, de l'histoire, de l'aménagement. Et donc, toutes les bonnes idées qu'on pourrait avoir à Paris sont des mauvaises idées, si je la fais un peu courte. Oui. En fait, l'aménagement du territoire, il est très local. Et il doit se décider à une maille qui est souvent ce qu'on appelle la maille du bassin de vie, qui est souvent celle du bassin versant, là où l'eau s'écoule, la rivière s'écoule, le fleuve s'écoule, là où se font vraiment les problématiques d'eau. Et c'est à cette maille que l'adaptation doit être pensée. Et ça nécessite quoi pour les dirigeants qui nous écoutent, et notamment les entreprises privées qui nous écoutent? Ça veut dire parler à votre voisin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Indien dans la ville, le film. Oui. Parle à ton voisin, passe le message à ton voisin. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les cartes qu'on vous donne, vous, acteurs privés, qui vont montrer le problème sur tel ou tel endroit en France, eh bien, allez voir le maire, allez voir la collectivité et partagez ces cartes. Parce qu'in fine, quand vous êtes, par exemple, la Poste, vous n'aurez pas gagné à vous adapter en protégeant juste vos bureaux de poste. Vous aurez évidemment gagné à s'assurer que la départementale qui passe à côté puisse continuer à tenir dans des inondations ou au moment des vagues de chaleur. Donc, il faut parler entre privé et public. C'est aussi le message. Et ça, on sait plus le faire. C'est-à-dire que, alors là, j'entends le sujet de décentralisation, bien sûr, derrière, et de décisions qui doivent être prises au niveau local. Mais là, vous parlez de partenariat public-privé, de discussion territoriale. On sait le faire aujourd'hui. On arrive à avoir ce genre de discussion. Alors, est-ce qu'on a déjà su le faire en France? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas l'âge de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se fait pas actuellement. Ça ne se fait pas assez. On est chacun dans notre couloir de nage et on ne partage pas assez l'information du territoire, les enjeux du territoire, et on ne se met pas assez autour d'une même table pour réagir et pour comprendre l'adaptation nécessaire, ça c'est sûr. Et d'une certaine manière, les pays émergents sont un exemple, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus proches de la catastrophe et ils mettent en place de manière beaucoup plus rapide les partenariats qui vont bien. Et on ne parle pas souvent, et j'insiste, on parle de congé climatique, on parle souvent, en termes de vagues de chaleur, d'une réponse qui peut être très très douce. Est-ce que les Français ont des réserves d'eau chez eux? Je ne pense pas. Dans la plupart des pays du monde, c'est la priorité en termes d'adaptation. On n'est pas en train de parler de millions ou milliards à mettre sur un réseau d'eau, on est en train de parler souvent de choses simples qui passent par la prévention du public et qui permettent à un moment donné à la collectivité d'être un peu plus résiliente. Eh ben dites donc, non mais vous avez remis les idées bien au clair ce matin, c'était super intéressant. Merci beaucoup Antoine Denoy d'être venu, le PDG d'AXA Climate.